Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par l'association WeTaker que je vais représenter juste après et donc en partenariat aujourd'hui avec l'association Finance et Pédagogie que nous allons également présenter. Nous sommes très heureuses et heureuses de vous avoir avec nous pour cette prochaine heure autour du thème sécurité et banque en ligne, comment protéger les publics des arnaques. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques petites informations pratiques. Vous l'avez peut-être entendu, mais je viens de lancer l'enregistrement. Donc, ce webinaire sera enregistré pour permettre un replay pour que vous puissiez le regarder, le re-regarder ou que les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent le consulter. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez bien sûr couper votre caméra. Et comme on est beaucoup et pour des raisons écologiques, vous pouvez aussi couper votre caméra sans souci. Donc, comme je disais juste avant 14 heures, si vous pouvez renommer votre vignette avec votre prénom, nom, structure, pour qu'on puisse vous identifier parmi les personnes présentes cet après-midi et ensuite vous envoyer le support, ce serait idéal. Également, coupez vos micros. Lorsque vous ne prenez pas la parole, on aura un temps d'échange en dernière partie de ce webinaire. Donc, pour éviter les petites interférences, mais je pense que là, tout le monde est bien habitué au visio. Et enfin, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps. Pendant tout le webinaire, on veillera à y répondre. Et puis, on prendra un temps à la fin avec Christophe qui va co-animer avec moi. Et dernière information, le support et tous les liens que l'on va mentionner vous seront envoyés. Donc, vous pouvez être bien concentré sur le webinaire, tous les supports, les liens, les ressources, etc. Tout vous sera envoyé ensuite par mail. Voilà pour ce petit topo information pratique. Donc, WeTaker, l'association qui vous propose cet après-midi ce webinaire gratuitement. Donc, WeTaker est une association qui a pour objectif de lutter contre la fracture numérique. Donc, nous agissons à travers plusieurs leviers. Un levier autour du développement de solutions numériques, de plateformes. Vous connaissez peut-être la plateforme Les Bons Clics qui regroupe aujourd'hui plus de 50 000 professionnels bénévoles qui, grâce aux Bons Clics, peuvent plus facilement accompagner, avoir accès à un grand nombre de ressources, d'articles pour pouvoir s'inspirer et accompagner les publics en fragilité numérique. Donc, je vais aussi vous présenter de nombreuses ressources, Les Bons Clics, dans le cadre de ce webinaire, on y reviendra. Nous avons également, côté WeTaker, une activité de conseil dont je fais partie. Jeanne Van Eswick, donc je suis chef de projet au sein des équipes conseil. Et donc, nous accompagnons les collectivités publiques, les organisations privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Concrètement, c'est identifier les publics qui sont en fragilité numérique, comprendre leurs freins vers l'autonomie numérique et pouvoir leur proposer des solutions adaptées et mettre en réseau tous les acteurs pour que tout le monde puisse bien se coordonner et qu'on puisse proposer un parcours d'inclusion numérique complet au public. Donc voilà pour l'activité conseil en grand résumé. Et enfin, une activité de sensibilisation, bien sûr, pour faire bouger les choses sur le sujet de l'inclusion numérique, publier de la veille, organiser des webconférences, organiser des temps forts pour faire parler du sujet. Voilà pour WeTaker. Et donc, je me suis présentée. Je vais laisser la parole à mon collègue Léo, côté WeTaker, donc Léo Lamotte. Léo, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci Jeanne pour la petite présentation. Du coup, je suis Léo Lamotte et je suis chargé de contenu pour WeTaker. Donc moi, je travaille sur la partie Les Bons Clics que Jeanne va vous présenter aujourd'hui. Et je suis plus spécifiquement en charge de la partie médias. Donc voilà, des initiatives inspirantes sur l'inclusion numérique, des outils, un peu de veille. On essaie d'être assez exhaustif dans les articles que l'on propose sur Les Bons Clics. Merci beaucoup Léo, et on reviendra sur le média justement puisqu'on a des contenus aussi liés à notre sujet d'aujourd'hui que vous pouvez consulter sur le média. Donc, ce webinaire que nous organisons aujourd'hui se place dans une démarche que l'on a mis en place côté WeTaker depuis plusieurs mois, même maintenant plusieurs années, autour de l'inclusion financière, l'accès à tout ce qui est lié à l'argent et au numérique, donc l'inclusion budgétaire, l'inclusion bancaire. Et l'idée, c'est de pouvoir, grâce à ces temps de webinaire, grâce au contenu que l'on produit côté WeTaker, sur cette thématique spécifique qu'est l'inclusion financière, vous proposer des contenus qui vont d'une part pouvoir vous aider à vous informer vous-même pour qu'ensuite vous puissiez informer, sensibiliser, accompagner vos publics. Donc là, on y reviendra avec des décryptages, des témoignages.
on a aussi développé de nombreux outils. Donc, si vous connaissez déjà les bons clics, vous connaissez les contenus pédagogiques que l'on a. On a beaucoup de contenus qui sont liés à notre spécificité là, autour de l'inclusion financière, même la sécurité et la banque en ligne dont on va parler aujourd'hui. Et donc, support, outils de formation, tout ça pour que vous puissiez plus facilement accompagner vos publics qui sont en fragilité numérique et qui ont des besoins spécifiques sur ce sujet et proposer des temps comme aujourd'hui et d'autres temps que l'on propose tout au long de l'année pour partager des pratiques, échanger entre acteurs, faire des retours d'expérience. Donc, toute cette démarche que l'on mène côté WeTaker, en particulier sur ce sujet de l'inclusion financière, est menée en partenariat avec la Banque Postale, puisque historiquement, la Banque Postale était un partenaire de WeTaker sur ce sujet, parce que la Banque Postale a vraiment dans son champ d'action l'inclusion bancaire, c'est vraiment au cœur de son engagement citoyen. Vous connaissez peut-être des dispositifs que vous voyez avec vos publics type l'API qui permettent d'accompagner des publics vraiment fragiles et la Banque Postale agit énormément autour des sujets qui sont liés à l'éducation financière. Voilà pour vous expliquer rapidement le contexte de l'organisation de ce webinaire et je vais laisser la main. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Je suis désolée, il y a des petits bruits. Et je vais laisser la main donc, à Christophe. Bonjour Christophe, je te laisse bonjour Jeanne la et bonjour. pédagogie. Bonjour Jeanne, bonjour à tout le monde, merci Jeanne. Donc moi je m'appelle donc Christophe Toussaint, je travaille pour une association qui s'appelle Finance et Pédagogie. Pardon? Il n'est pas sa cam. Ah, mon micro. Est-ce que vous pouvez… Oui, on entend les gens qui parlent. Ah oui, j'ai bien coupé vos micros. Vas-y Christophe. J'ai cru qu'on s'adressait à moi, c'est pour ça. Donc oui, je travaille pour une association donc, qui a été créée il y a quelques années, puisqu'elle a été créée en 1957 par le groupe des caisses d'épargne. Et notre mission, c'est de mener des actions de sensibilisation, donc des actions collectives ou de formation auprès de tout public sur l'argent dans la vie. Alors on intervient sur plusieurs domaines. Alors, tout ce qui tourne déjà autour du budget, hein. Quand on parle du budget, c'est l'argent dans la vie, c'est les jeunes et l'argent, le couple, les économies dans le logement, surtout en ce moment, la protection du consommateur, les autres tout ce qui tourne autour des projets aussi, la retraite, l'accession, la transmission du patrimoine, la préparation financière, l'accession à la propriété aussi. Autour de la banque, les droits et les obligations de la banque, les moyens de paiement en passant par les crédits, l'épargne, les marchés financiers. Et également, on s'adresse aussi aux professionnels, c'est-à-dire les relais sociaux, où là, on intervient auprès d'eux pour la gestion du budget, les relations bancaires qu'ils ont dans leur cadre, dans le cadre de leur accompagnement social. Leur accompagnement sur toute la clientèle fragile et notamment la prévention du surendettement. Alors nous, comme vous avez pu le voir sur le diapo, on a trois types de publics privilégiés. Donc, tout le monde économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le monde associatif, hein, où là, on intervient auprès des chantiers d'insertion, des associations, auprès de personnes jeunes ou moins jeunes, mais généralement en difficulté économique. Bon, les relais sociaux, j'en ai évoqué. On a aussi, grâce à notre agrément auprès de l'éducation nationale, on peut intervenir dans les collèges, les lycées, les universités, les grandes écoles, sur tous les domaines, comme je vous disais, autour de l'argent. Et aussi, on est avant tout, on est un organisme de formation qui nous permet, grâce à la certification Calliope, de faire des formations dites professionnelles, donc payantes auprès de salariés d'entreprise, qu'elles soient publiques ou privées. En quelques chiffres, Finance et Pédagogie, donc on est sur tout le territoire français, hein, puisqu'on a 15 antennes, on a plus de 3300 interventions sur l'année 2021, plus de 35 000 stagiaires, on a 6 000 partenaires, dont 1 000 actifs, c'est-à-dire avec lesquels on a l'habitude de travailler, de côtoyer. Voilà pour Finance et Pédagogie en quelques mots. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra y revenir ou à les garder pour la fin. Merci beaucoup. Et donc, ça en est tout pour cette introduction. Pour rentrer maintenant dans le contexte de ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous avez dû le remarquer, les services bancaires sont de plus en plus utilisés. On a même une utilisation qui s'amplifie pour toutes les tranches d'âge. Donc, on a des chiffres qui sont très parlants, comme vous pouvez le voir là sur la diapo. Plus de 96%
des Françaises et Françaises consultent le site internet et ou utilisent l'application de leur banque. Donc, c'est un taux extrêmement élevé. On a plus de 2 tiers des Françaises et Français qui ont au moins une application bancaire. Donc, on a plus 10 points en 2 ans, donc un grand boom d'utilisation des applis bancaires. Et évidemment, on a tous ces usages des applis bancaires, des services bancaires en ligne qui sont renforcés par la crise de la Covid-19, puisqu'on a eu beaucoup de contraintes en termes de déplacement, de restrictions pour accéder aux banques. Et donc, beaucoup de publics ont basculé sur les services bancaires en ligne. En parallèle, on a une année 2021 qui est une année record pour le e-commerce. Donc, on a plus de 40 millions de Françaises et Français qui ont acheté en ligne en 2021 et on a la moitié de ces achats qui ont été faits depuis le mobile. Donc, ça donne quand même des beaux ordres de grandeur sur les usages qui sont faits à la fois des services bancaires en ligne et de l'utilisation du e-commerce. Donc, en termes d'avantages pour ces publics qui utilisent ces services bancaires en ligne, évidemment, on a de nombreux avantages. Ça permet de faire un suivi en temps réel de son budget, de ses opérations en cours. Ça permet pour certaines opérations et certaines banques un gain d'argent, puisque vous avez encore aujourd'hui des opérations type virement qui sont payantes en guichet, qui vont être gratuites en ligne. Donc ça, pour certains publics, enfin même pour tous les publics, ça peut être très intéressant. Un gain de temps pour éviter de faire des déplacements, de se déplacer en physique en agence. Une autonomie également vis-à-vis de ses conseillers. On a la main pour faire davantage d'actions et de virements, par exemple, d'opérations en ligne. Et puis une flexibilité dans le sens où on peut envoyer à tout moment un message à sa conseillère ou son conseiller bancaire. Et en général, les banques mettent des règles pour que les personnes vous répondent assez rapidement. Donc, on a tous ces avantages qui font que ça encourage l'utilisation des services bancaires. Il y a des soins, vous avez des soins et vous avez... Je me permets de couper votre micro. C'est assez... voilà. Donc, toutes ces pratiques, évidemment, entraînent des nouveaux risques. Donc, on va aujourd'hui beaucoup en parler. L'idée, la philosophie de ce webinaire, c'est bien comprendre les risques pour mieux s'en prévenir. C'est vraiment ça l'idée. Et donc là, on voit bien qu'avec tous ces nouvelles utilisations, tous ces nouveaux usages, des personnes qui n'utilisaient pas avant, on a des fraudes autour de ces services bancaires en ligne, autour de ces paiements en ligne qui sont de plus en plus importantes. Donc, on a les paiements en ligne qui aujourd'hui représentent la principale source de fraude à la carte bancaire. L'idée des fraudeurs, c'est bien sûr de usurper, voler des identifiants de cartes pour ensuite dérober de l'argent. Donc, on a à peu près 1,4 million de cartes de Françaises et Français qui ont été touchées en 2020 par au moins une tentative de fraude. Encore une fois, autour de la crise sanitaire, on avait un contexte et une ambiance, on va dire, assez anxiogène avec beaucoup de communication qui venait de droite et gauche. Et donc, on a eu dans ce contexte-là une augmentation des fraudes puisqu'on pouvait jouer sur la peur, la confusion peut-être de certains messages. Et donc, on a eu une augmentation de la fraude. Une petite information qu'on souhaite mettre en avant, c'est qu'en général, les fraudes sont d'un petit montant. On pourrait se dire, non, on va bien se rendre compte si on est fraudé, puis on va se faire frauder 2 000 €. Finalement, le montant moyen d'une fraude, c'est à peu près un peu plus de 60 €. Donc finalement, le fait que ce soit un petit montant, on peut ne pas s'en rendre compte et on peut, ça peut même échapper aux mécanismes de protection des banques. Donc ça, c'est vraiment des informations à avoir en tête. Une bonne nouvelle parmi toutes ces nouvelles un peu négatives, c'est donc l'authentification forte, comme vous avez sûrement entendu parler de cette directive, donc, qui permet en fait, ce dispositif d'authentification forte permet de protéger les utilisateurs, les usagers autour des paiements par carte et autour de tout ce qui est services bancaires en ligne. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile, en tout cas en prise en main pour certains publics, mais finalement, ça porte ses fruits puisque après 3 années de hausse continue, on a un taux de fraude au paiement par carte qui a baissé pour la première fois au premier semestre 2021. Donc, on a un effort à faire pour la prise en main de ce système dispositif d'authentification forte. On y reviendra sur comment justement accompagner les publics là-dessus. Mais finalement, ça apporte ses fruits et ça permet de vraiment protéger les publics. Donc, on a bien vu ces usages qui sont en forte hausse, les risques qui sont associés. On a aussi des comportements individuels qui doivent être évités et qui doivent être contournés pour justement prévenir toutes ces arnaques. Donc,
peut-être que vous en faites partie, peut-être pas, mais on a encore un tiers des Français qui déclarent avoir déjà envoyé ses coordonnées bancaires par mail à son entourage. Donc, voilà, c'est une pratique à ne pas faire. Et on a la moitié des Françaises et Français qui ont déjà enregistré leurs coordonnées bancaires sur des sites marchands. On peut se dire, et ça, j'imagine que, on le fait plus fréquemment et on voit bien que c'est la moitié des Françaises et des Français qui le font. Je vais souvent acheter sur tel site, donc j'enregistre mes coordonnées. En plus, le site est sécurisé, il y a le petit cadenas, etc. Et finalement, le problème, c'est que à l'instant T, le site est sécurisé, mais peut-être que la base de données de ce site va être piratée, volée dans quelques temps, et c'est à ce moment-là que vous allez vous faire voler vos coordonnées bancaires. Donc, il y a quand même des précautions à prendre pour ne pas faire ce type de pratique. Donc, on a une sensibilisation, une éducation, une formation auprès des publics, auprès de vos publics, pour justement les protéger, les prévenir de toutes ces arnaques avec des usages qui se développent de plus en plus. Et donc, l'idée de ce webinaire qui nous amènera jusqu'à 15 heures, c'est dans un premier temps de pouvoir vraiment comprendre, décortiquer, et donc ça, c'est Christophe qui va vous présenter cette partie, décortiquer les principales arnaques aux opérations bancaires en ligne pour les comprendre et s'en prémunir, s'en prévenir. Ensuite, je vais vous présenter des outils et des bonnes pratiques pour protéger vos publics, donc pouvoir vraiment les accompagner sur ces sujets-là. Et puis ensuite, on verra comment réagir si malgré tout, on est victime de fraude. Et puis, on prendra, comme je disais, un dernier temps pour échanger ensemble et répondre à vos questions. Donc, avant de passer à la partie comprendre les arnaques, juste un petit temps comme ça à chaud. Vous, quand vous pensez à arnaque aux opérations bancaires en ligne, voilà, de quel type d'arnaque, à quel type d'arnaque vous pensez, de quel type d'arnaque sont victimes au public? Vous pouvez participer dans le chat pour donner des exemples d'arnaques, des exemples de techniques d'arnaque, hein, vraiment. Alors, voilà, on envoie des demandes de mise à jour de carte. On dit, voilà, on reçoit un mail ou un SMS qui nous dit mettez à jour votre carte. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se fait voler ses identifiants. Le smishing, je vois que certains connaissent. Donc, le smishing, on va en parler aussi. C'est l'équivalent du phishing, mais par message, par SMS. Manipulation par les sentiments, exactement, ça on va en parler aussi. C'est de jouer justement sur presque un abus de faiblesse de personnes où on joue avec leurs sentiments, on rentre dans une relation de confiance et ensuite on va demander de l'argent ou arnaquer la personne. Donc CPF, ça on en parle beaucoup. Hameçonnage, on va expliquer aussi ce que c'est, donc le phishing, autrement appelé hameçonnage. Je vois que vous êtes assez au courant d'exemples dont sont victimes vos publics. Donc, on va pouvoir se concentrer sur les plus courantes, les plus importantes. Et puis, Christophe va vous donner plein d'exemples pour vous expliquer justement comment reconnaître ce type d'arnaque. Donc, Christophe, je te laisse le partage d'écran. J'arrête. Oui, sans problème. Super. Du coup, le partage d'écran, je suis en train de chercher le diaporama que tu as dû… Ah oui, tu avais arrêté, il aurait fallu que tu le laisses et que je prenne la main, je pense, parce que je n'ai pas le diaporama en Sinon, je vais fichier. passer. Attends, je repartage. Hop, c'est parti, et puis je passe les slides. Ok, je te ferai un petit signe. Oui. Donc, merci Jeanne. Donc, les principales, on va pas voir toutes les arnaques qui existent, parce que comme vous avez pu voir, j'ai regardé un petit peu dans le chat, il y en a plein sur lesquels on va échanger tout de suite. Mais les fraudeurs ou les arnaqueurs font preuve d'avancées technologiques, des fois un petit peu. Donc, ils ont souvent des bonnes idées et beaucoup d'idées. Donc, ça évolue tous les jours. Tous les jours, il y a des types d'arnaques différentes. Donc, on n'a pas la possibilité de les mettre tout à jour. La première, celle qu'on peut remarquer, qui est la plus courante, hein, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, ou en anglais le phishing. En fait, l'hameçonnage, c'est quoi? C'est tout simplement une technique de fraude qui consiste à obtenir par la ruse des renseignements confidentiels
tels que les identifiants bancaires, les numéros de carte bleue, tout ce qui peut avoir un lien avec l'argent, parce que quand on parle de fraude, Jeanne l'a dit, l'objectif principal, c'est voler de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le premier objectif des fraudeurs. Alors, comment ça se passe à l'hameçonnage? En fait, vous recevez un mail que vous pensez provenir d'un tiers de confiance, votre banque, une administration quelconque, publique généralement, un opérateur télécom. Ici, l'objectif du fraudeur est de vous mettre en confiance grâce à ce logo, en imitant parfaitement le logo lorsque vous recevez ce mail, donc soit de la banque, soit de l'administration, soit de l'opérateur. Il va vous demander ensuite, sous un prétexte quelconque, de mettre à jour ou de confirmer des données personnelles. Alors sachez, je fais une petite parenthèse, que tout établissement bancaire, et que ce soit aussi des sites d'administration, jamais vous demanderont des informations, qu'elles soient bancaires ou personnelles. Donc, dès qu'il y a une demande dans ce sens-là, c'est que c'est pas bon signe. Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, il vous invite, donc le contexte, donc le prétexte, donc ça peut être un prétexte quelconque. Il vous invite donc à cliquer sur le lien suite au mail qu'il vous a envoyé. Et en fait, une fois que vous avez cliqué, c'est trop tard puisque c'est un faux site internet. Et là, il intervient, donc il peut agir à sa guise. Les fraudeurs vont ensuite donc utiliser toutes les informations qu'ils vont pouvoir récolter pour effectuer les transactions frauduleuses qu'on évoquait tout à l'heure. Alors aujourd'hui, même si la plupart des serveurs mail que vous avez, ils détectent les tentatives de phishing et les envoient dans une boîte spéciale, donc la boîte pour les spams généralement, malgré tout, il reste une partie qui arrive à passer à travers les mailles du filet et qui arrive sur votre boîte de réception. Ce qu'on voit en 2021, si vous voyez en dessous du petit dessin, il y avait 46 000 sites d'hameçonnage détectés chaque semaine. Il est fort à parier qu'aujourd'hui, il doit y en avoir encore un petit peu plus. Je pense que c'est ça. Là, on a deux exemples en fait. Un du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole, en fait, en usurpant le nom du Crédit Agricole ou du Crédit Mutuel ou d'autres banques très connues, les escrocs forcément augmentent leurs chances de faire des victimes, puisqu'il y a beaucoup de clients. Et comme ils envoient des mails en masse, il y a quelques clients et donc le mail en lui-même, la composition du mail, c'est souvent sous prétexte d'une transaction frauduleuse ou une tentative de fraude. Donc, ce qui va nous alerter forcément, le principe, c'est de se faire passer pour la banque afin de vous demander directement ou indirectement vos coordonnées bancaires. Et puis, à partir du moment où, une fois que vous avez cliqué sur le petit lien qui est au-dessus, ils vont accéder à toutes vos informations. On prend l'exemple ici du Crédit Mutuel, quand on voit le sens de la phrase. Lors de votre dernier achat, nous avons remarqué une activité inhabituelle sur votre carte bancaire. Donc déjà, ça peut nous alerter. Par mesure de sécurité, nous avons temporairement suspendu votre compte. Et nous vous invitons à consulter votre compte pour le réactiver afin de ne pas risquer un blocage sur vos futurs achats par carte, etc., etc. Donc là, la première tendance, on a tendance à aller vite cliquer. Le Crédit Agricole, c'est pareil. Si vous lisez votre carte Visa a été utilisée, une utilisation illégale par l'adresse IP, numéro un tel. Nous avons déterminé que quelqu'un a peut-être utilisé votre carte sans votre autorisation. Ce que vous pouvez remarquer, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, surtout sur celui du Crédit Agricole, les tournures de phrases, les fautes d'orthographe sont parfois marquantes. Et là, c'est le moyen aussi de s'apercevoir que c'est un faux mail. Et comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, il n'y a aucune banque qui vous demandera vos coordonnées personnelles. Attention, puisque là, on est souvent en confiance. L'utilisation du logo ou du slogan officiel de la banque, ce qui est souvent des vrais logos, donne de la crédibilité au message. Donc, faites attention aux tournures de phrases. D'accord ? Donc, et puis, une fois que vous avez saisi votre code, c'est un peu trop tard. Ensuite, on a la petite dérive. La dérive, ce qui est un peu plus courant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le smishing. C'est l'équivalent du phishing, mais via le SMS, donc via votre téléphone. C'est le même principe.
c'est-à-dire que ce qu'on évoquait par l'hameçonnage, sauf que là, ça vise les utilisateurs de smartphones, en sachant qu'aujourd'hui, notre smartphone, c'est quasiment notre ordinateur. Hein. On utilise plus le téléphone que notre ordinateur. Donc, on est vite amené sur des sites frauduleux. Et puis, l'idée, c'est toujours pareil, c'est soutirer toutes les informations à caractère personnel ou éventuellement de l'argent. Alors, pourquoi le smishing est peut-être plus dangereux que l'hameçonnage par mail? En fait, comme je disais, tout de suite, on est dans un contexte aujourd'hui où on utilise de plus en plus le smartphone comme un moyen d'identification ou de double vérification. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la double authentification lors des achats par Internet que vous avez, donc tous les sites. Le SMS, donc le problème, c'est que le SMS affiche beaucoup moins de signaux d'alerte qui pourraient aider à reconnaître une arnaque. Aujourd'hui, quand on reçoit un mail, on a la possibilité de voir la structure du mail, c'est-à-dire l'adresse de l'expéditeur, la conception, la mise en page, même si l'exemple d'avant, c'était la conception était moyenne. Mais quelque part, là, le SMS, on voit juste un petit message. En plus, le problème, c'est qu'ils prennent souvent là, on voit, si vous voyez dans l'exemple du Crédit Agricole, c'est Sécure Crédit Agricole, donc c'est le terme de sécurisation de la double authentification. Donc, on a tendance à faire confiance. En plus, le SMS, on se dit, bon, c'est un petit message, c'est probablement un petit peu moins dangereux, il y a moins de menaces avec un petit message qu'un mail, ce qui est faux en réalité. Et puis, le problème aussi, c'est qu'on utilise parfois, on lit les messages un petit peu à la volée en faisant autre chose. Donc, on a beaucoup moins d'attention avec notre SMS, puisqu'on on est un petit peu plus léger en termes de sécurisation. L'autre, donc là, voilà pour le smishing. En ce qui concerne l'attaque par le virus, ça, c'est une autre méthode. Le virus, déjà, ce que c'est un virus, hein, la définition, le virus, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un programme malveillant, ce qu'on pourrait appeler un malware, qui désigne en fait tous les logiciels qui sont destinés à endommager vos appareils, à voler vos données ou créer le plus de problèmes possible. Il existe un bon nombre de programmes malveillants. Hein. Vous connaissez probablement les chevaux de Troie, les logiciels espions, le rançon logiciel, toutes ces choses-là. Alors, faut savoir comment se transmet un virus. Le virus, lui, il se transmet, la contamination, donc provient généralement et le plus souvent par mail, ou alors par des supports amovibles tels que les clés USB, les disques, les DVD qui peuvent être, DVD on en a de moins en moins, mais qui pourraient être infectés, par également toutes les liaisons vers l'extérieur, telles que les échanges de fichiers via le réseau Internet. Et puis le mail, forcément, le mail reste le premier vecteur d'infection. Le deuxième, c'est les sites web. Les sites web qui peuvent être eux aussi piratés. Donc, assurez-vous qu'il y ait bien le petit cadenas et le petit HTTPS à la fin lorsque vous allez sur un site. Comme je disais aussi tout à l'heure, quand vous avez un doute, quelque part, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous allez interroger sur Internet, vous mettez le nom du site sur lequel vous voulez aller, et ensuite, vous mettez arnaque à la suite. Puis, s'il y a quelques pages qui sortent sur Internet, quelque part, ce n'est pas bon signe. Donc, ne prenez pas de risques. Sachez que 90% des fraudes et des arnaques, à l'origine, c'est une erreur humaine. C'est-à-dire qu'on s'est laissé abuser quelque part, même s'ils sont plutôt rusés, généralement. Donc, le but d'un virus, c'est récupérer vos données et puis éventuellement les chiffrer, les rendre illisibles et puis les détruire. On peut aussi, par virus, s'immiscer dans votre appareil, dans votre ordinateur. Généralement, c'est par l'ordinateur, et aller jusqu'à la surveillance à distance. Donc là, après, tout en ce qu'on appelle des fois les fraudes à la rançon, là, donc ça vient d'ici. Je veux bien que juste tu passes. Alors là, on a un exemple de virus qui s'appelait Tininuk, qui a vécu un petit peu sur la fin d'année 2021. Ce qui se passait, donc en fait, le processus, c'est que on avait, donc le client recevait un mail, hein, tout simplement, par une entreprise qui s'appelait Euronet, et donc il recevait donc le mail en lui indiquant que, je peux vous le dire, hein, nous vous faisons parvenir ce courrier afin d'accuser la réception du paiement
pour votre commande numéro un tel, en telle date, etc. Donc, vous trouverez ci-joint votre facture afin de vous et votre reçu bancaire, etc. Détail de la commande. Quand on reçoit ça, le premier réflexe, on se dit, ben, on a payé une facture qui n'est pas à notre nom, qui n'est pas bon. Donc, il doit y avoir une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va télécharger la facture pour constater. On se dit, ben, il doit y avoir une erreur de destinataire ou quelque chose comme ça. Puis, une fois qu'on télécharge qu'on pense télécharger une facture, ben, en fait, on télécharge un logiciel espion quelque part, donc qui peut faire des ravages après. Donc, les alertes qui peuvent être dans le bon sens, hein, quelque part, parce qu'on se dit il y a une erreur quelque part, mais peuvent provoquer des dégâts assez importants. Voilà pour ce qui concerne le virus. Ensuite, on en a un petit peu parlé. Donc, c'est les fraudes, ce qu'on appelle les fraudes au sentiment, ou le catfishing, hein, comme son nom l'indique. C'est ni plus ni moins que c'est une fraude amoureuse ou sentimentale, on peut l'appeler comme ça. C'est un type d'escroquerie qui est habituellement perpétré par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou des sites de rencontres. Donc les sites de rencontres en ligne, en utilisant à la fois des fausses identités et des fausses photos. Les escrocs prennent le temps pour instaurer une confiance avec la personne qu'ils échangent. Ils échangent de nombreux messages. L'idée, c'est de faire croire à une vraie relation et peu à peu que la vigilance s'estompe et qu'on rentre un petit peu en confiance. Les arnaqueurs, généralement, affirment souvent qu'ils vivent dans une autre ville ou dans un autre pays. Ils disent même vouloir éventuellement déménager pour se rapprocher, hein, pour se rapprocher de vous, de la personne. En fait, ils utilisent ce prétexte pour repousser une rencontre en personne ou éventuellement soutirer de l'argent à ses victimes. Hein. Je vous disais, l'objectif, c'est toujours extorquer, c'est récupérer de l'argent. Attention, les personnes âgées sont des publics particulièrement à risque. Donc, ils sont ciblés par cette fraude. Hein, pour des raisons de solitude, hein, parfois, ou d'isolement. Si cette réalité est préoccupante, il existe malgré tout des façons et des moyens d'éviter de tomber dans ce type de piège. Alors, il faut être à l'affût, hein, il y a certains signaux d'alerte. Quand la personne il refuse de vous rencontrer en personne ou par messagerie vidéo, c'est-à-dire que vous ne les voyez jamais, que ce soit en réel ou en vidéo, ce n'est pas bon signe, puisqu'ils dévoilent leur soi-disant amour rapidement ou leur amitié et veulent s'engager dans une relation très rapidement. Leur profil en ligne fournit peu de renseignements et ils semblent avoir peu d'amis en ligne. Donc, il existe parfois et souvent même des incohérences entre ce qu'ils publient et ce qu'ils vous disent. Ils cherchent à obtenir des renseignements. Alors, quand ils cherchent à obtenir des renseignements confidentiels, voire financiers, ou des photographies ou vidéos explicites, ben, l'idée, c'est qu'ils puissent ensuite les utiliser, et parfois des fins de chantage, hein, notamment les photos ou les vidéos. Dès qu'ils parlent d'argent, ce n'est pas bon signe, hein, qu'ils vous demandent de l'argent pour payer éventuellement les frais pour se déplacer, pour un hôtel pour venir vous voir, les billets d'avion, billets de train, ça, c'est pas bon. Et puis, des fois, ils vous demandent aussi d'être discret et tentent de vous dissuader de parler d'eux à votre entourage et à vos proches pour éviter que l'idée, c'est de vous isoler encore un peu plus. D'accord ? Donc, en matière, comme je vous disais, comme Jeanne le disait aussi, en matière de criminalité, de cybercriminalité, plutôt, on parle de plus en plus aujourd'hui d'ingénierie sociale. C'est pour ça qu'il y a des stratagèmes qui sont de plus en plus sophistiqués et les personnes malveillantes, hein, ils utilisent leurs connaissances et le niveau d'avancée technique pour servir le piratage et l'illégalité. C'est pour ça là, on a énoncé quelques autres types de fraudes, comme les fraudes aux coordonnées bancaires, le chantage à la webcam, les faux tests techniques, les fausses cartes vitales, là, je l'ai vu tout à l'heure apparaître dans le chat, les fausses offres d'emploi, la fraude à la loterie, il y en a plein, et comme je vous disais tout à l'heure, il y en a tous les jours des nouvelles. Voilà pour les quelques règles. Mais la règle principale, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et l'idée, c'est que de toute façon, les banques ou les établissements, les administrations, jamais vous demandent vos informations personnelles. Donc, quand on vous les demande, c'est qu'il y a, entre guillemets, anguille sous roche. Voilà, merci Jeanne, je crois que c'était… Christophe, merci beaucoup. Je vois que tu as eu beaucoup de réactions dans le chat, pas forcément des questions, mais beaucoup de réactions de personnes qui illustraient ou donnaient des solutions justement par rapport à toutes les arnaques que tu présentais, Christophe. Et sur les solutions, on va y revenir justement à partir de maintenant. Donc, Christophe, là,
présenté au fil de l'eau au fur et à mesure des différentes arnaques qu'il présentait, mais on a vraiment des grands principes qui permettent de reconnaître une tentative de fraude. Et ça, c'est vraiment les messages qu'il faut passer au public. Et vous les avez aussi mentionnés dans le chat pour la plupart d'entre vous. Donc, expéditeur inconnu, même si on a des efforts maintenant pour faire des adresses mail qui ont l'air plus ou moins crédibles. Message générique, on a aussi quelqu'un qui mentionnait dans le chat tout ce qui va être lié à la pression. Donc, un sentiment d'urgence, il faut payer sous 48 heures, par exemple. Voilà. Ou alors, si vous répondez dans les 3 minutes, vous allez gagner X argent, etc. Ensuite, on a tout ce qui va être lié à un manque de signature, des menaces ou des promesses irréalistes. Évidemment, on a tous vu des spams type vous êtes parmi les 3 gagnants d'une voiture, telle ou telle voiture. Et donc, en fait, si vous donnez vos coordonnées vocales, vous allez recevoir l'argent. Mais il faut vraiment mettre en tête des personnes que tout ce qui va être menace ou promesse irréaliste, qui vont donner un sentiment de pression, il faut vraiment prendre un pas de recul. Et là, je voyais quelqu'un qui disait vraiment toujours demander conseil autour de soi et en tout cas ne pas ouvrir ce type de contenu. Tout ce qui va être domaine mail erroné, lien URL suspect, ça peut être plus compliqué pour les publics à voir au premier coup d'œil. Faute d'orthographe, on l'a vu avec les exemples et quelqu'un le mentionnait, il y a énormément d'efforts qui sont faits par les fraudeurs maintenant pour ne plus faire de fautes. Donc, ce n'est pas forcément un gage de confiance quand il n'y a pas de faute non plus. Donc, vraiment, ça, c'est plutôt, on a en tête tous ces indices-là et ça nous permet d'être vigilants. Et également, demande d'informations personnelles. On ne recevra jamais un mail ou un SMS qui nous demande des informations personnelles. Les services, typiquement les banques, par exemple, vont toujours vous faire passer ce genre d'échange via les espaces sécurisés, via l'application bancaire sécurisée ou via les services en ligne sécurisés. Donc, on ne passe pas via des liens que l'on reçoit par mail. Donc ça, c'est une sélection d'indices. En termes de règles d'or, en termes de comportement, on disait qu'il faut vraiment donner les bonnes clés au public, surtout les publics qui démarrent sur le numérique, les publics qui se lancent dans tout ce qui est paiement sécurisé en ligne. Il faut leur donner les bons réflexes pour qu'ils puissent se protéger dès le début. C'est comme souvent l'analogie que font les conseillers numériques ou les médiateurs numériques, c'est voilà, quand on apprend à conduire, on passe son permis, on regarde à droite et à gauche quand on traverse une route, etc. On est obligé quand on utilise Internet, d'avoir des protections, d'avoir des réflexes. Et donc là, en termes de sécurité de banque en ligne, on va avoir plusieurs règles d'or. Là, on a fait vraiment une synthèse, évidemment, c'est les plus importantes. Donc, on ne communique jamais ses codes, on n'envoie jamais ses codes par SMS, par mail, même à sa mère, même à quelqu'un de sa famille. On n'utilise pas les liens reçus donc pour accéder au site de sa banque. On repasse toujours par l'application ou les services de sécurité en ligne. On passe par ailleurs, par exemple, si c'est pour les impôts d'autres administrations, on passe toujours par les sites officiels. On tente de vérifier l'authenticité de ses interlocuteurs et surtout, on ne cède pas à la pression et à l'urgence. Il n'y aura jamais aucune banque qui vous demandera de réagir dans les 10 minutes. Il y a forcément un temps pour échanger. Je voyais quelqu'un qui mentionnait dans le chat, appeler son conseillère, sa conseillère, son conseiller si on a un doute. Et vraiment, en cas de doute, on arrête et on sollicite son entourage. Donc, l'idée, maintenant qu'on s'est donné ces principes, c'est de vous donner aussi des outils, des ressources pour que vous puissiez accompagner vos publics sur tous ces sujets-là. De nombreux que vous êtes, et j'ai vu dans la présentation, on a énormément de conseillers numériques France Service ou de médiateurs, médiatrices. Donc, j'imagine que vous accompagnez plus globalement sur les sujets d'autonomie numérique. Et donc, peut-être que vous connaissez déjà la plateforme Les Bons Clics. Donc, en quelques mots, la plateforme donc, Les Bons Clics est une plateforme gratuite, libre d'accès pour toute personne qui souhaite accompagner en individuel, en collectif, ses publics vers l'autonomie numérique. Et là, en l'occurrence, on est sur un sujet vers l'autonomie numérique en toute sécurité. Et donc, parmi les principales fonctionnalités, ressources que vous pouvez retrouver sur Les Bons Clics, vous avez donc des outils de diagnostic de niveau. Là, c'est vraiment pour évaluer, objectiver le niveau numérique de vos publics, des ressources pédagogiques, je vais y revenir, autour de toutes les fonctionnalités
les compétences numériques de base, de toutes les démarches en ligne, démarches du quotidien, démarches administratives. Donc, je vais y revenir sur en particulier tout ce qui concerne la banque en ligne. Et on a un média dont on a parlé légèrement et dont Léo est en charge. Léo qui s'est présenté tout à l'heure et dont je vais vous faire une petite présentation. Et puis, on a des outils de collaboratifs, notamment une cartographie pour que vous puissiez vous répertorier et ensuite identifier les structures qui sont autour de vous, un espace d'échange, une sorte de forum qui vous permet de poser vos questions et de répondre aux questions des autres, et on répertorie tous les événements que WeTaker et les bons clics organisent. Peut-être que vous l'avez aussi utilisé. Depuis quelques mois, nous avons développé un espace apprenant. Donc, c'est un pendant. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est sur l'espace aidant, donc professionnel, bénévole que vous êtes. Et vous avez un espace apprenant qui permet en fait aux personnes que vous accompagnez qui ont déjà un minimum de niveau. Bien sûr, on ne va pas lâcher sur l'espace apprenant les personnes qui sont en tout début de leur apprentissage. Il faut quand même avoir un minimum de compétences et un minimum d'aisance. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner entre les sessions ou alors quand vous avez terminé des cycles de sessions, de pouvoir leur proposer de pouvoir développer des compétences et de continuer leurs apprentissages. Donc, je vais vous faire une petite démo en commençant bien sûr par le média. Alors, ça charge. Est-ce que là, vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est parfait. Ok, merci. Donc, quand vous êtes sur les bons clics, donc là, en fait, je suis sur l'espace aidant. Donc, aidant, dans le jargon, les bons clics, ça veut dire professionnels et bénévoles qui accompagnent les publics. Vous avez donc sur la page d'accueil une barre de navigation tout en haut et donc vous avez notamment le média. Je vais revenir sur les autres fonctionnalités. Donc là, on est aujourd'hui dans ce sujet sécurité, banque en ligne, justement comment s'informer soi-même pour pouvoir mieux informer ses publics. Et donc, vous avez notamment des articles autour de l'authentification forte. Qu'est-ce que l'authentification forte et quelles sont les règles autour de l'authentification? Donc, on a un article qui reprend les principales notions, les principaux concepts autour de l'authentification forte, qui vous décortique vraiment ce dispositif pour que vous puissiez bien comprendre et ensuite bien accompagner vos publics. Donc, en fait, il faut vraiment se voir le média comme un endroit pour vous informer, vous inspirer des accompagnements, découvrir des initiatives locales, pouvoir être sous un format veille avec tous les dispositifs qui sortent, les nouvelles législations et autres. Et donc, c'est le cas aussi pour tout ce qui va être DSP2, qu'est-ce que c'est, l'authentification forte, qu'est-ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet article. Je vais vous le mettre dans le chat tant qu'on y est. Vous pourrez aller le voir juste après le webinaire et prendre bien le temps de le lire. Donc, je vous montre le média globalement, puisque là, j'ai fait un zoom sur un article d'une rubrique, mais sachez que le média, voilà, vous avez plusieurs thématiques, tout ce qui va être démarche en ligne, développement de son activité d'offres d'inclusion numérique, tout ce qui va être lié à l'insertion professionnelle, le numérique en santé et autour des seniors. Donc, on a des articles très régulièrement qui sont publiés. Et donc, le plus récent, par exemple, autour également de l'inclusion financière, c'est autour du paiement fractionné. Peut-être que vous en avez entendu parler. Là, l'idée, c'est d'avoir un article qui vous permet en quelques minutes de bien comprendre ce que c'est et de pouvoir en parler avec vos publics et potentiellement accompagner vos publics. Donc, c'est vraiment ça la philosophie, pouvoir vous tenir au courant et vous inspirer, vous informer. Vous avez énormément de témoignages, d'interviews. Donc, n'hésitez pas. Des chroniques de conseillers numériques France Service, par exemple, ça peut intéresser les personnes qui sont dans la même situation. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à aller parcourir toutes ces ressources qui sont très riches et également à contacter les bons clics si vous avez envie de partager une initiative. Voilà, donner un témoignage sur une initiative qui pourrait intéresser tout le monde. N'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous. Léo ou une autre personne sera ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà pour le média. On vous enverra aussi de toute façon toutes ces sélections de ressources. Ensuite, on a donc un centre de ressources avec les contenus pédagogiques là pour pouvoir accompagner vos publics.
Donc, vous avez toutes les catégories de contenu. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais sachez que voilà, vous avez ordinateur, tablette, accès aux droits, insertion professionnelle. Et cet après-midi, on va se concentrer sur banque et achat en ligne. Donc, comme je suis en visio, c'est un peu long. Donc, vous avez tous les contenus qui sont dans le répertoire à gauche. Et donc, si par exemple, comme c'est notre sujet d'aujourd'hui, je vous montre un exemple avec découvrir le paiement sécurisé sur Internet. Vous avez donc plusieurs contenus liés à cette thématique-là, une indication pour le temps de la formation, de l'atelier que vous allez pouvoir organiser, le niveau des publics qui peuvent bénéficier de ces ateliers. La petite étoile, c'est pour mettre en favori le contenu si vous souhaitez le retrouver plus facilement. Et en fait, vous le retrouvez en haut à droite quand vous allez cliquer sur votre nom. Et donc, vous avez, et c'est la même chose pour tous les contenus pédagogiques dans les bons clics, une trame d'animation pour vous en tant qu'animatrice, animateur, pour préparer vraiment le temps d'accompagnement, donc avec des indications de timing, avec des indications d'éléments de langage, de questions, comment vous pourriez animer, de support, etc., pour vraiment rythmer et faire en sorte que tous les objectifs pédagogiques qui sont visés puissent être atteints grâce à cette formation. Donc, vous avez une trame d'animation, ça c'est vraiment pour vous, pour la personne qui va animer, pour prendre connaissance et s'approprier vraiment les contenus d'animation. Ensuite, vous avez en miroir la formation interactive que vous allez pouvoir projeter avec vos apprenants, avec vos publics. Et donc là, c'est une formation qui est dynamique, qui est dans le sens où vous voyez la progression, en fait, là, avec le cercle qui va se remplir, plus vous allez progresser dans la formation. Et vous avez des questions pour interroger vos publics, pour essayer de comprendre à quel niveau ils sont déjà et leur faire passer des notions. Et donc, en fait, toutes les sections là, que vous voyez à gauche correspondent aux sections que vous avez dans la trame d'animation. Ensuite, vous avez un temps pour tester les acquis de vos apprenants et, comme toujours, une fiche résumée qui vous permet de donner à vos apprenants une synthèse des principales notions qui ont été vues pendant la formation. Ça, c'est très important pour que les personnes puissent s'y référer si elles en ont besoin, si elles ont oublié certains points ou si elle leur paraît plus trop clair d'ici la prochaine session. Donc voilà, il faut bien comprendre que là, je vous montre pour découvrir le paiement sécurisé sur Internet, mais c'est vraiment le cas pour tous les contenus pédagogiques. Vous avez toujours une trame d'animation, une formation interactive, la fiche résumée à remettre à vos apprenants et des exercices ludiques pour que la personne puisse s'exercer. Donc ça, c'est vraiment les contenus pédagogiques créés par l'équipe pédagogique Les Bons Clics et que vous pouvez prendre clé en main pour accompagner vos publics. Ensuite, on a des ressources qui sont créées par la communauté Les Bons Clics. Donc, pardon. Donc là, vous allez voir, on a un grand nombre par exemple, ça peut être des tutoriels, des guides pas à pas, en fait, qui tournent autour de ce sujet de l'inclusion financière, de la banque en ligne, et qui vont vous permettre d'accompagner sur tous les sujets. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder, que ce soit sur les autres banques que la Banque Postale, qui est le partenaire historique et pour lequel on a développé des ressources pédagogiques vraiment détaillées. Là, vous avez vraiment toutes les applications du quotidien liées à la banque, justement. Donc, je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Et ensuite, donc, ce que je voulais vous montrer avant de clôturer cette partie, donc, en termes d'autres fonctionnalités, donc ça, c'est le centre de ressources que je voulais présenter, les diagnostics dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent d'objectiver les niveaux d'autonomie numérique des personnes, soit via simulateur, on fait faire des petits exercices, soit on interroge la personne suivant des questions qu'on vous propose. Donc, le média, on en a parlé, et les espaces d'échange qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, avec le forum qui permet de répondre à des questions ou de poser ces questions. Donc voilà, sur l'animation d'ateliers, sur l'équipement, Internet au quotidien, etc. La cartographie des acteurs qui permet, lorsque vous vous inscrivez, de répertorier votre structure et si vous en avez besoin, de voir quelles sont les structures qui sont autour de vous dans votre champ géographique suivant des critères spécifiques. Bon, là, ça lag puisque je suis en partage de connexion, en partage de visio. Et enfin,
les rencontres virtuelles. Donc là, peut-être que c'est comme ça que vous êtes inscrit à ce webinaire aujourd'hui, avec tous les événements, donc que ce soit webinaire, classe virtuelle, que l'on propose côté les bons clics. Donc ça, pareil, je vous le mets dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui va arriver. On a notamment une webconférence qui est organisée jeudi 20 octobre, donc dans un petit mois, autour justement de ce thème que l'on a aujourd'hui. Et on aura un grand nombre de personnes présentes qui vont pouvoir présenter justement, avoir leur retour d'expérience. Est-ce que, Léo, tu peux en dire un mot justement sur cette webconférence ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, c'est le 20 octobre à 11h jusqu'à 12h30. On a envoyé quelques invitations hier. Du coup, comme l'a dit Jeanne, du coup, c'est à peu près le même thème. Donc, c'est prévention et lutte contre les arnaques en ligne. Parmi les intervenants, on va pouvoir compter sur Laurent Verdier de Cybermalveillance, donc qui est responsable de sensibilisation. Il y aura également le capitaine Sébastien Bossémé, qui est le chef de la brigade numérique. Donc, c'est l'unité de la gendarmerie qui est contactable uniquement en ligne. Et tous les jours, et 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y aura aussi des aidants numériques et également la Caisse de dépôt et la Fédération bancaire française. Donc il y aura beaucoup de monde, ça va être très riche, je suppose. Donc je crois que l'événement peut se retrouver sur Eventbrite. Oui. Et Jeanne vient de, Voilà. vient de mettre le lien. Je vais mettre le lien si vous souhaitez vous inscrire à cette webconférence qui a vraiment le même thème, mais dans une autre dimension et beaucoup plus interactive avec, on va dire, la base là, que l'on a vue aujourd'hui, mais on va aller beaucoup plus loin avec des interviews, comme le disait Léo, et surtout beaucoup de regards croisés sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis le lien et on vous le renverra. Voilà, il y a des gens qui sont déjà inscrits, magnifique. Donc, voilà, j'avance. Merci beaucoup, Léo. Donc, je vais repartager mon écran sur le dernier thème qui est donc, une fois que l'on est malheureusement victime de fraude, comment réagir? Et donc, Christophe, je te redonne la parole pour ces quelques dernières minutes avant de garder quelques minutes pour justement les questions-réponses. Hop, voilà. Donc là, on est dans la situation où on est en suspicion de fraude, où on a été fraudé à la carte bleue, d'accord? Donc déjà, le premier réflexe, c'est dès qu'on s'en aperçoit, c'est de réagir rapidement. Au préalable, donc, ce qui est important, c'est de noter le numéro figurant au dos de votre carte bleue pour pouvoir faire opposition et signaler soit la perte, soit le vol de la carte bleue. Ou alors, vous pouvez aller sur votre application bancaire, si vous l'avez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et là, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir faire opposition à la carte bleue. Un réflexe aussi à avoir, c'est le pointage de vos relevés de compte. Parce que tout à l'heure, Jeanne le disait, c'est souvent des petits montants, hein. Et des fois, les petits montants, on ne les voit pas forcément passer. Et si on les pointe, on peut être alerté sur des prélèvements ou des achats qui ne correspondent pas à une opération qui a été faite par nous-mêmes, ou alors que les montants peuvent être erronés. Donc, pour cela, si vous constatez des opérations, sachez que vous avez 13 mois pour le signaler à votre banque. Donc, on a un peu le temps, mais pour autant, il y a des personnes qui ne vont jamais sur leur relevé de compte, ou très rarement. Ça peut être, comme je vous disais, une erreur de montant, hein. Donc là, par contre, vous devez payer le commerçant par tout moyen pour le bon montant. Et non pas, donc il faut vraiment s'assurer que c'est le bon montant et s'il peut justifier de la validité de sa créance, hein, bien entendu, hein. Et si vous perdez par contre vos codes de banque à distance, donc tous les accès, bien entendu, le premier réflexe, c'est de modifier votre mot de passe, hein, et de vérifier s'il n'y a pas eu des opérations sur votre compte. Et d'aller faire opposition, du moins le signaler à votre banque, parce que des fois, la banque a aussi des services qui permettent de voir des suspicions de fraude ou des opérations anormales. Donc, ils peuvent aussi vous alerter. En termes d'autres moyens aussi, donc vous avez, ça s'appelle Perceval, qui permet de signaler le vol de données de carte bleue. Donc, si vous êtes victime de fraude à la carte bleue, parce que des fois, OK, vous avez été fraudé par rapport à une opération, mais des fois, vous avez la carte en main, puis vous apercevez qu'il y a quand même eu des opérations
Donc, vous dites d'où ça peut venir. Donc là, c'est comme on disait tout à l'heure, ça peut être du phishing, ça peut être du virus qui a pu aller chercher vos informations. Donc, Pardon, oui, je suis désolée, pardon, je vous ai coupé la parole. Je me permets d'intervenir sur Perceval. J'ai eu le cas avec deux personnes qui ont été victimes d'arnaques au faux support technique et à la carte bancaire, deux personnes d'accord. différentes, et qui ont été effectivement orientées vers moi et donc le dispositif Perceval pour porter plainte par la gendarmerie. Il faut faire attention, il faut que les personnes disposent d'un compte France Connect pour pouvoir Oui, tout déclarer. à fait. Sauf que quand les personnes sont éloignées du numérique et en panique, leur compte France Connect, Ouais, ils ne l'ont jamais activé ou ils du ne coup, savent pas d'où ça vient. ben, là, clairement, j'avais une dame, elle n'avait même pas une adresse mail, quoi. Ouais. Donc c'est important à avoir en tête parce que moi, je leur ai dit, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va signaler, etc. Et en fait, ben, je me retrouvais un peu le bec dans l'eau. Alors, la première fois, hein, mais Et la, une la deuxième fois, c'est deuxième, embêtant, ouais. la deuxième fois, Et j'ai du coup anticipé et j'ai vu que la dame n'avait pas d'adresse mail. Donc, je lui ai dit, bah non, la gendarmerie vous a orienté vers moi pour rien parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, voilà, ça me semble important à non, mais préciser. Il faut c'est un très, France très Connect. important. Et on parlait de fracture numérique. Aujourd'hui, c'est un autre sujet, certes, mais il est essentiel puisqu'aujourd'hui, si ce n'est cet exemple, on s'aperçoit que sans numérique, ben, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Bah, et Et c'est même aller notamment, plus loin, en fait. C'est que la gendarmerie a refusé de prendre la plainte en gendarmerie pour leur dire d'aller faire Perceval. Et moi, je me suis retrouvée à faire une pré-plainte en ligne pour leur dire d'aller signer la pré-plainte en gendarmerie derrière, ouais, quoi. c'est compliqué, ouais, donc ça Donc, prend. Ouais, pour des personnes qui se sont fait voler 2000 euros en plusieurs fois sur leur compte bancaire, j'ai trouvé ça un peu dommage. oui, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que vous avez bien fait de prendre la parole parce que c'est une alerte qui est importante et vous êtes probablement souvent en situation de public qui sont dans cette catégorie, qui subissent la fracture numérique, hein, qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas les capacités ou qui n'ont pas les moyens techniques d'accéder par le net. Donc là, on estime qu'on est dans le cas d'une personne qui a la possibilité de passer par France Connect. Hein, donc, mais alors, les réflexes, c'est vraiment s'assurer qu'on est toujours en possession de sa carte bleue, parce que des fois, ben, on ne l'utilise pas tous les jours, donc on peut s'apercevoir. Attention, c'est pareil, c'est avec votre carte bleue, l'idée principale, c'est de l'avoir toujours en main. Ne la lâchez pas, ne la donnez pas à un commerçant. Il n'a pas à l'avoir, surtout que maintenant, il y a le sans contact. Il n'y a plus comme on appelait avant les sabots, où on donnait la carte bleue, puis il devait l'avoir en main. La carte bleue, elle reste dans votre main. Maintenant, en plus, on peut payer par le téléphone, donc il n'y a même plus besoin. Donc l'idée, c'est qu'il ne puisse pas enregistrer ou visionner les numéros que vous avez, parce que les achats carte bleue, comme vous le savez, c'est d'abord, alors même s'il y a la double authentification dans la plupart mais il y a quand même, c'est par rapport au numéro de la carte, la date, votre nom, et puis les quelques informations qu'il y a à la carte, puis il y a le code cryptogramme derrière qui est facile à conserver. Hein. Et avec ça, on peut pratiquement faire des achats. Donc après, bien entendu, hein, si on n'est pas à l'origine, c'est faire opposition tout de suite. Et normalement, dans la plupart de vos comptes, vous avez des assurances qui vous couvrent en cas de fraude, la plupart des personnes. Et comme vous dites, le service par France Connect, donc là, on a mis service public, mais c'est France Connect en réalité aujourd'hui, fraude à la carte bancaire. Puis là, vous avez le numéro de serveur interbancaire, le numéro 08. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, Jeanne. Alors, est-ce que certaines personnes avaient des questions? J'ai reparcouru le chat, j'ai pas l'impression qu'il y avait des questions spécifiques, c'était surtout des réactions et des précisions, des exemples vécus. Il y a eu juste des questions pratico-pratiques sur est-ce que le support sera envoyé? Oui, le support vous sera envoyé avec tous les liens. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, on a enregistré ce webinaire, donc on va préparer un petit lien et vous le renvoyer en même temps que le post mail. Donc, là, on a une question de Madame Jarnet. Christophe, est-ce que tu veux la prendre? Quelles sont les obligations des banques sur la protection de notre argent? Attends, t'es en mute. Attends, t'entends pas? Voilà, c'est mieux. Oui. Avec le micro, c'est mieux. Ouais. Donc, c'est la question, un conseiller bancaire essayer de vendre une assurance contre les arnaques en ligne à ses clients. Ouais.
Donc, c'est ça. Alors, ça dépend si c'est en agence. Il peut y avoir des services qui sont en agence. Par contre, par téléphone, toutes les contrats d'assurance par téléphone, normalement, c'est interdit depuis 2020. Alors, j'ai plus la date exacte. Du coup, pardon, c'est encore moi, toujours avec Enfin non, c'est d'ailleurs une autre personne, où là, le conseiller bancaire, lors d'un rendez-vous, leur a proposé une assurance à 8 € par mois, en leur disant que clairement, en cas d'arnaque, justement, fraude à la carte bleue et compagnie, ils ne seraient pas couverts s'ils n'avaient pas cette assurance. Alors, j'ai fait des petites recherches rapidement en ligne. A priori, a priori, les banques seraient obligées de rembourser des sommes dépensées. On s'entend. Oui, tout à fait. Quand il y a fraude à la carte bleue, c'est parce qu'il y a des assurances qui sont rattachées à la carte bleue et non pas au compte en lui-même. Voilà, parce que là, en l'occurrence, le banquier leur proposait une assurance supplémentaire, donc à 8 € par mois, soit une petite centaine d'euros dans l'année, pour les protéger en cas d'arnaque. C'est pas neutre, et puis j'ai tout trouvé ça un peu... À mon avis, c'est un. Alors, je sais pas de quelle banque vous parlez, je sais pas dans quel contexte. Certaines banques ont des services, donc des élargissements d'assurance qui peuvent être. C'était Crédit Agricole concrètement. Ouais, alors ça peut être qui peut être assimilé peut-être des fois à la protection juridique ou des choses comme ça, ou des assurances complémentaires en cas de vol, de fraude. Mais c'est vrai qu'après, ils peuvent avoir des services et puis ils proposent aux clients. Maintenant, c'est comme tout, il y a certains conseillers qui sont, ce sont des commerciaux. Une banque, c'est un commerce. Hein. Et donc, par contre, après, c'est la méthode de vente qui peut être remise en question, comme vous dites. Hein. Ouais, là, c'est un peu ce qui m'a semblé douteux, entre guillemets, et surprenant de la part de cette banque-là, qui est quand même un peu connue. Où là, c'est des personnes assez âgées, elles ont plus de 80 ans, et il a un peu profité de questions qu'elle leur posait, pour vendre son truc, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Oui, c'est pour ça que je vous disais, c'est une méthode de vente. Après, c'est un service, à partir du moment où c'est dans l'agence, donc c'est un service qui est existant, puisque après, on n'est pas sur des faux services, une arnaque en tant que telle. Par contre, la méthode de vente, comme vous dites, c'est peut-être alors avec des grandes guillemets à but de faiblesse ou des choses comme ça, mais comme je vous disais, une banque, c'est une entreprise commerciale qui a des objectifs. Son travail, c'est de faire des propositions. Par contre, c'est pas imposer les choses. Puis là, comme on a le sentiment que ça a été un petit peu une vente un peu forcée, comme on dit. Ok, merci. Donc après, malheureusement. Ouais. Merci beaucoup. On a 3 mains levées. Donc, Priska, peut-être, vous leviez la main. Bonjour. Bonjour, j'ai 2 questions. La première, j'ai déjà posée dans le chat. Donc, j'ai eu des retours lors de mes ateliers du problème avec Blocktel. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, c'est vraiment… j'ai utilisé sur… je ne m'appelle plus si c'est cybermalveillance ou… je ne m'appelle plus si c'était ça ou c'était CNIL, je ne m'appelle plus. Donc, du coup, c'est quoi l'alternative à Blocktel? Et deuxième question, j'ai eu un retour d'un usager aussi, comme quoi elle est sceptique que la banque, dès que tu t'opposes à un prélèvement anormal ou tu as cliqué sur un lien ça te prélève 1 € et 2 semaines après 29 €, 4 semaines après une autre somme. Comment rassurer ces usagers comme quoi c'est quoi notre droit quoi, par rapport à la banque, si on les signale comme quoi c'est une arnaque et qu'ils vont vraiment tenir en compte. J'aimerais un peu savoir un petit peu mieux si quelqu'un peut me répondre là-dessus. Merci. Alors, je pourrais peut-être répondre en partie, puisque c'était l'objet de mon intervention, puisque avant d'être médiateur numérique, j'ai juste fait 15 ans de banque, donc je suis plutôt au sujet des choses. Alors, la banque a 2 choses importantes. Il y a la notion il y a une différence entre ce qu'on appelle l'arnaque et le litige commercial. En matière de litiges commerciaux, c'est souvent là que les assurances interviennent, puisqu'un litige commercial, a priori, la démarche de paiement, elle n'est pas frauduleuse. Hein, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un problème entre l'acheteur et le vendeur. Et donc, la banque, elle a dit, écoutez, vous voyez avec le vendeur. Donc, si les choses s'enveniment un petit peu, ça peut être tout l'objet des assurances. Pour ce qui est de la fraude,
A contrario, dès l'instant qu'effectivement une plainte est déposée, une opposition à carte bancaire est faite, il n'y a pas besoin pour l'usager de faire quoi que ce soit d'autre. La banque, techniquement, est responsable des sommes débitées frauduleusement sur le compte. Alors, je ne dis pas que ça se fait en 2 jours. Il y a des enquêtes, il y a des choses qui se font, mais techniquement, l'usager est censé récupérer tous ces fonds. Là où peut y avoir un petit sujet, c'est entre le moment où la fraude intervient et le moment où l'usager fait son opposition. La plupart des banques, dès l'instant que la bonne foi de l'usager est avérée, prendront en charge de toute façon les sommes engagées, les sommes frauduleusement dépensées faut pas non plus qu'ils mettent un mois à s'en apercevoir, mais voilà, s'il s'est passé 2-3 jours, en principe, il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, c'est là également que les assurances peuvent intervenir, c'est sur ce temps qu'il peut y avoir entre l'arnaque et le moment où l'usager s'en aperçoit. Et là, effectivement, la banque peut très bien dire, bah, écoutez, c'est quand même vous auriez dû regarder ce qui s'est passé sur vos comptes avant de porter plainte. Voilà, il peut y avoir des cas de figure où, alors, commercialement, la banque, c'est très nul, mais la réalité, c'est que c'est une possibilité. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques souvent conseillers bancaires qui sont attachés à leurs commissions et à leurs objectifs, qui sont capables de vous vendre des produits à prix d'or sur des sites qui ne sont pas du tout les bonnes, mais voilà, on arrive dans des cas de figure, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à se retrouver avec des assurances à 8 € pour des publics qui n'en ont pas vraiment besoin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. En ce qui concerne Blocktel, juste Blocktel, parce qu'il y avait un début de la première question, le premier sujet, c'était sur Blocktel. Blocktel, le souci de Blocktel, c'est que, alors, beaucoup de personnes le connaissent, hein, puisque 80% des personnes connaissent Blocktel. A priori, c'est facile aussi de le mettre en place. Mais dans 40% des cas, ceux qui ont utilisé ce service, ils se retrouvent encore avec des appels, des nombreux appels, mais il faut savoir que les personnes, les organismes qui essayent de frauder ou qui téléphonent sans arrêt, puisque c'est du démarchage téléphonique abusif un petit peu, ils ont aussi plusieurs lignes téléphoniques, donc on peut bloquer un numéro et il repasse par, comme on dit, il passe par la porte quand on a fermé la fenêtre en quelque sorte. Donc, c'est vrai qu'il faut continuellement, il faut déclarer tous les numéros de téléphone. Alors, je crois que de mémoire, c'est 10 numéros de téléphone qu'on peut mettre sur Blocktel. Mais il suffit qu'ils passent par une autre ligne, c'est comme si… voilà. Et malheureusement, pour autant, moi, j'ai beau déclarer toutes mes lignes, ça n'empêche pas certains d'appeler. Alors, après, on peut faire des réclamations sur Blocktel. Hein. La problématique, c'est qu'on n'a aucun suivi de la plainte, en fait. Une fois qu'on a dit, tel numéro nous a appelé tel jour, à telle heure, à tel sujet, voilà, on a enregistré votre demande et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, et la problématique, c'est que les numéros passent par des plateformes qui attribuent des nouveaux numéros à chaque fois. C'est ça, surtout. Ouais. Donc, c'est ça. C'est souvent des plateformes, c'est automatisé et puis c'est le problème. Je vois qu'il y a pas mal de réactions sur Blocktel et autres dans le chat. Est-ce que quelqu'un avait une dernière question? On va peut-être sinon clôturer le webinaire vu qu'on a déjà un petit peu dépassé l'horaire. Ou si quelqu'un vous pose une dernière question? Non. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai bien remis le lien de l'inscription pour la webconférence du 20 octobre avec tous les interviews et tous les participants dont a parlé Léo tout à l'heure. Donc, ça va être très, très intéressant, très riche. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et d'ici là, on a un autre webinaire mi-octobre autour de la découverte de l'inclusion bancaire par le numérique. Vous le recevrez aussi en invitation en post-webinaire. En tout cas, au nom de Whitaker et je parle aussi pour Christophe, sauf si tu veux faire un petit mot. On remercie vivement pour votre participation pour ce webinaire en ce début d'après-midi. On espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions, susciter des inspirations, que vous avez identifié des ressources pour accompagner vos publics. En tout cas, n'hésitez pas en retour de mail quand vous recevrez le support à nous poser des questions autres si besoin.
Et puis, à bientôt pour d'autres événements organisés par Whitaker et par Finance et Pédagogie. Juste un tout petit complément, Jeanne. Il y a un site qui a été nommé dans le chat, le Cybermalveillance, qui est très bien fait et qui met à jour régulièrement toutes les différentes arnaques et qui permet d'avoir comment réagir, comment. Donc, il y en a beaucoup là qui le connaissaient, j'ai vu qu'il est le nom. Et il y a aussi l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui permet aussi d'avoir beaucoup d'informations et comment réagir lorsqu'on est fraudé ou lorsqu'on a des risques de fraude. Mais je pense que tu dois… Il y a un MOOC. Sur l'ANSSI, il y a un MOOC Oui, très intéressant à faire. Ouais. Tout à fait. Mais je crois qu'on l'a dans le diaporama. Je pense que tu dois le fournir, les sites utiles, Jeanne, Oui, il me semblait. exactement. Tout à fait. Oui, cybermalveillance, effectivement. Oui, et comme disait Léo, cybermalveillance sera représenté en chair et en os par quelqu'un à notre webconférence du 20 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir écouter la voix de cybermalveillance le 20 octobre. Merci beaucoup à toutes Merci à tous. et à tous et très bonne journée, très bonne semaine et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous.